You're welcome, Mr. Hello, everybody. Merenga. Hello, everybody. Sir. Yes. Thank you so much for joining us. I'll be translating your topic in English to everybody. It's a frugal and agile enterprise architecture, adapting international framework to Africa reality. So you have the floor, sir. Okay. I have shared my presentation in the I'm an information systems engineer and enterprise architecture expert. I am based in Libreville, Gabon. So I will continue this presentation in French for clarity. Thank you. OK. Donc, le sujet qui nous réunit, comme je l'ai indiqué en introduction, est le suivant: l'architecture d'entreprise frugale et agile, adapter les frameworks internationaux aux réalités africaines. Alors, donc cette thématique va tourner autour de trois points principaux. Nous allons rapidement rappeler le contexte dans lequel le continent se situe. Nous allons en réalité évoquer le paradoxe de la transformation numérique en Afrique, c'est-à-dire que les efforts que justement le continent africain met en œuvre de façon à pouvoir rattraper le gap en matière de transformation numérique par rapport aux pays occidentaux, confrontés aux réalités du continent, aux défis pour lesquels, en tout cas, le continent devrait s'investir. Donc, on va établir, mettre en avant, en exerce ce paradoxe-là, dans un premier temps, pour nous fixer par rapport au contexte actuel. En deuxième lieu, nous allons parler des limites des frameworks internationaux dans le contexte africain. Nous verrons dans cette partie justement que les frameworks, en tout cas ces cadres de travail qui sont préconisés justement au niveau international en matière d'architecture d'entreprise sont matures, sont intéressants. Seulement, nous allons voir comment pouvoir les adapter au contexte africain, parce que là également, il y a des réalités auxquelles justement nous devrions tenir compte au niveau du continent. Et en troisième lieu, par rapport au sujet, nous parlerons de l'architecture d'entreprise frugale, donc le sujet qui nous réunit justement ici. Qu'est-ce qu'on entend par architecture d'entreprise frugale et agile, et comment est-ce qu'on peut mettre en place une telle démarche? Donc voilà autour de quoi notre thématique va s'articuler. Alors, le paradoxe de la transformation numérique en Afrique, eh bien, comme nous pouvons le constater, l'Afrique est l'une des régions où la transformation numérique est la plus rapide, mais aussi celle où les ressources techniques, financières et énergétiques sont les plus contraintes. Donc, effectivement, on voit les efforts qui sont faits au niveau des pays africains pour rattraper justement le gap constaté en matière de transformation numérique avec les pays occidentaux. Donc, il y a vraiment un réel engouement, sauf que cet engouement est heurté par un certain nombre de réalités. Comme on peut le voir tout à l'heure à travers le schéma indiqué, le continent africain est confronté à des limites en termes de budgétisation. Donc, souvent, les budgets octroyés en matière de transformation numérique ne sont pas totalement suffisants. Donc, ça, c'est une première difficulté à laquelle nos pays sont confrontés. Ça a été évoqué, je crois, dans les présentations précédentes. Il y a également la problématique concernant les infrastructures vraiment structurantes, qui sont instables. Infrastructures en matière d'énergie, c'est-à-dire infrastructures énergétiques, infrastructures en termes de connectivité, d'interconnexion, de télécommunications de façon générale. Là également, le continent africain connaît quelques difficultés. On peut également évoquer la pénurie d'architectes d'entreprises certifiés, donc c'est-à-dire des profils vraiment adaptés pour mener en œuvre ce type d'approche à une échelle vraiment importante, donc c'est-à-dire appliquer justement les cadres internationaux qui sont mis à notre disposition en matière d'architecture d'entreprise. On n'a pas beaucoup justement de techniciens qui soient certifiés
qui ait ces compétences-là. Donc là également, l'Afrique est confrontée à cette situation. Au-delà de cela, on peut également évoquer la problématique des silos. Donc, on a des infrastructures, des systèmes d'information qui sont construits au niveau des organisations, mais qui sont confrontés justement à un problème d'interopérabilité qui n'existe pas. Donc, on a des silos de systèmes d'information, donc des infrastructures hétérogènes et fragmentées. Donc là également, cette problématique est évidente et elle est réellement constatée au niveau de nos pays africains. Alors, toujours dans le cadre du paradoxe de la transformation numérique en Afrique, eh bien, au fil des années, on a accusé des lenteurs. Et en 2026, effectivement, ce paradoxe se durcit. Pourquoi nous le disons? Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'un côté l'économie numérique qui a atteint des sommets financiers historiques. On l'a vu avec les présentations de tout à l'heure. On a vu vraiment ce que l'Afrique génère en termes de gains en matière de mobile banking, de e-commerce de façon générale. Donc vraiment, ce sont des avancées plutôt significatives, intéressantes. Mais au niveau des infrastructures, on l'a évoqué tout à l'heure, la fracture structurelle, elle est là, elle persiste. Donc tout ceci est exacerbé par des coûts d'accès qui stagnent, une régulation qui peine à survivre, qui peine à suivre plutôt. Donc les coûts d'accès justement à la data restent préoccupants, comparé un peu au prix que nous avons au niveau de l'Occident. Donc ça, c'est justement une difficulté au niveau de nos États africains. Les régulateurs, en tout cas d'opérateurs de téléphonie, font des efforts, justement, mais on constate que ces efforts méritent d'être davantage accentués de façon à ce que nos populations, nos citoyens puissent avoir justement la possibilité de pouvoir accéder aux ressources Internet, de pouvoir accéder à une connectivité qui soit abordable, de manière à pouvoir justement pouvoir bénéficier de tous les services, en tout cas digitaux, qui puissent être mis en place, que ce soit au niveau des services publics comme au niveau du secteur privé. Donc, juste pour évoquer quelques chiffres, on a quelques chiffres ici qui sont indiqués dans le tableau, comme on peut le constater. Donc, 113 milliards de dollars prévus à l'horizon 2029 pour le marché de l'e-commerce, avec une croissance attendue de 49% d'ici 2028. Donc, nous sommes en 2026. Et donc, en matière de e-commerce, de transactions financières via les canaux électroniques, eh bien, les études montrent que nous sommes à une estimation qui est de l'ordre de 49% pour d'ici 2028. Et d'ici 2029, à l'horizon 2029, comme le chiffre l'indique ici, nous sommes à une estimation qui tourne autour de 113 milliards de dollars. Donc, vraiment, c'est pour dire que vraiment, les chiffres sont importants. Il y a vraiment beaucoup à gagner à continuer de poursuivre nos efforts, en tout cas en la matière. En matière de e-government, donc là, on va évoquer les aspects concernant le développement, tout ce qui est digitalisation au niveau des services publics. On a un indicateur, à savoir l'indice de développement de l'e-government, donc EGDI, et qui est justement un indicateur, une statistique qui permet justement de pouvoir classifier, en tout cas, les pays au niveau mondial en matière de maturité numérique pour tout ce qui concerne la digitalisation, en tout cas des services publics à l'endroit des citoyens. Et dans ce classement EGDI, on a quand même des pays africains qui font partie des pays en tête de liste. À l'exemple de l'Afrique du Sud, de l'île Maurice, la Tunisie, le Maroc, les Seychelles ou encore l'Égypte. Donc c'est vraiment pour dire que, en tout cas, les États africains font l'effort de rattraper le gap. Cet indice de notation montre vraiment que les efforts sont faits au niveau du continent africain pour essayer de rattraper le retard constaté par rapport à nos voisins occidentaux. Mais malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, nous constatons quand même des fractures au niveau structurel en matière au niveau dans un plan systémique. Déjà avec ce chiffre que nous présentons ici, comme on peut le voir dans le troisième compartiment de la figure, il est question de 1,1 milliard de cartes SIM qui sont détenues par nos concitoyens au niveau du continent africain. Donc, ça fait presque autant de cartes SIM que d'habitants au niveau du continent africain. À titre de rappel, le continent africain aujourd'hui
compte à peu près 1,6 milliard d'habitants de façon générale. Et donc, quand on fait le ratio, 1,1 milliard de cartes SIM pour une population globale de 1,6 milliard de personnes, eh bien, on se rend compte que le mobile est très utilisé en Afrique. Mais malheureusement, à côté de cela, eh bien, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, nous comptons encore environ 400 millions d'Africains qui n'ont toujours pas d'identité légale, c'est-à-dire qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte d'identité. C'est des situations qui sont visibles, qui sont fréquentes, en tout cas qui demeurent au niveau de nos États respectifs, qui sont réelles, ce sont des situations réelles. Et donc, cette situation fait que malheureusement, on a du mal à pouvoir amorcer en tout cas des approches en matière de mise en place d'identité digitale. Parce que comme on le sait, aujourd'hui, au niveau des pays, notamment au niveau des services publics digitalisés qui sont mis à disposition des citoyens, on part sur la base d'une identité numérique pour chaque citoyen, via la nécessité de mettre en place un numéro d'identification personnelle pour chaque citoyen. Et donc, on comprend clairement que si le citoyen n'a pas d'identité légale, n'a pas d'acte de naissance, n'a pas de carte d'identité, eh bien, à partir de ce moment-là, ça devient difficile de le répertorier et de faire le parallèle, le pont, la transition au niveau du cyberespace. Et donc, ça, c'est des préoccupations, justement, qui sont réelles, que nous vivons au niveau du continent. Donc, le mobile est très utilisé. On a évoqué les chiffres tout à l'heure en matière de e-commerce, mobile banking. On a vu la proportion de détention de cartes SIM par habitant au niveau du continent africain. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il y a des possibilités, il y a des leviers intéressants en matière de transformation numérique au niveau du continent, mais que nous avons du mal à pouvoir amorcer du fait d'un certain nombre d'éléments, de défis, de contraintes, en tout cas, qui sont observés au niveau du continent. Autre élément important, là, nous sommes au niveau du 4e bloc de la figure. Donc, la vitesse de téléchargement moyenne aujourd'hui au niveau du continent africain reste 3 à 4 fois inférieure à la moyenne mondiale. Parce que, effectivement, on l'a dit un peu plus haut, les opérateurs de téléphonie, malheureusement aujourd'hui au niveau du continent, connaissent des saturations en matière de technologie 4G et malheureusement également, ce qu'on peut également constater, c'est que les infrastructures de dernier kilomètre sont vétustes, ont du mal à être maintenues correctement. Donc, tout ceci indique clairement que d'un côté, il y a cette volonté de passer, de rattraper vraiment le retard en matière de transformation numérique, d'accélérer le processus de transformation digitale au niveau du continent, mais on constate également qu'il y a des défis importants à relever et dont il faudrait nécessairement tenir compte. Alors, ici, nous allons parler à présent des frameworks, donc des cadres d'architecture d'entreprise qui sont les plus utilisés aujourd'hui en matière d'architecture d'entreprise. Et nous allons voir ici justement comment ces frameworks internationaux connaissent des limites en matière d'application au niveau de nos organisations ici au niveau africain. Donc, on va commencer par les présenter brièvement. En tout cas, au niveau de l'audience, je pense que nous connaissons très bien de quoi il s'agit. Nous connaissons plus ou moins de façon générique ces cadres de travail qui sont évoqués ici. On a le cadre TOGAF que nous connaissons bien, qui est un cadre méthodologique utilisé depuis une trentaine d'années par les architectes d'entreprise pour concevoir, déployer, maintenir les architectures d'entreprise à partir d'un processus itératif, dont le fameux cycle ADM, fondé sur les bonnes pratiques et les actifs réutilisables. Donc ça, c'est TOGAF. D'un autre côté, on a le framework Zachman, qui est plutôt, lui, un métamodèle, un modèle conceptuel d'architecture d'entreprise, qui est, lui, plutôt conçu pour organiser et structurer la description des systèmes d'information d'une organisation selon différentes perspectives. Et puis, on a de notre côté le cadre SAFe, donc Scaled Agile Framework, qui est un cadre méthodologique destiné à appliquer les principes Agile, Lean, DevOps à l'échelle de l'entreprise. Donc, ça veut dire que lorsque votre entreprise connaît un certain accroissement, eh bien, lorsque vous voulez appliquer les principes d'agilité dans le cadre de vos projets de transformation numérique, à partir du moment où l'organisation prend de la taille, eh bien, le cadre STEF est justement adapté à ce type de cas de figure.
Alors, maintenant, quelle est la différence, justement, ces cas de travail? Nous voulons rapidement le rappeler ici. C'est que, de façon simple, TOGAF est une méthodologie d'architecture. Donc, c'est une méthode au cœur, donc la méthodologie ADM qu'on connaît avec les différentes phases, donc 10 phases au total. Et autour de cette méthodologie, vous avez des principes, des guidelines, en tout cas des lignes directrices, des pratiques, des techniques qui sont mis à disposition pour pouvoir conduire justement un chantier d'architecture de bout en bout. Zachman également était un modèle conceptuel, mais vraiment est un modèle conceptuel, pas une méthodologie, comme c'est le cas pour TOGAF et CEF. Et donc, c'est la différence justement à mettre ici en exergue. Donc, on voit ici parmi ces cadres de travail qui sont vraiment utilisés, qui sont intéressants pour tout ce qui est mise en place de projets d'informatisation basés sur les principes d'architecture d'entreprise. On a ces cadres, ces normes, ces standards qui sont à nos dispositions, qui fonctionnent très bien. Mais la différence qu'on voulait mettre ici en avant est que il y a justement une différence entre les cadres de travail qui constituent des méthodologies en elles-mêmes et des cadres de travail qui constituent justement des méthodes modèles, des modèles conceptuels. Donc, ce sont des cadres qui vous mettent à disposition un certain nombre d'éléments pour pouvoir structurer, faire la description justement de votre système d'information. Alors, maintenant, pour ce qui est des limites à proprement parler, nous avons ce tableau qui schématise bien ce que nous entendons par limite de ces frameworks internationaux qui ont fait leur preuve. Hein. On l'a dit tout à l'heure, plus de 30 ans d'application pour le cadre TOGAF, et c'est également valable pour les autres cadres que nous avons évoqués tout à l'heure. Sauf que pour le continent africain, pour les organisations du continent africain, eh bien, cela peut s'avérer assez délicat. Déjà, la première limite que nous pourrons mettre en avant, c'est que les cycles sont parfois... Donc, certains programmes d'architecture peuvent prendre 2 à 3 ans avant les premiers résultats à observer. Mais dans beaucoup de gouvernements africains, comme nous le savons, les cycles politiques sont plutôt courts, ou encore, on peut constater également la pression forte pour ce qui est d'obtenir des résultats rapides. Donc souvent, au niveau du continent africain, les changements, ils sont continus. Or, ces frameworks nécessitent d'être déployés vraiment en tenant compte de la durée, du temps. Il faut vraiment un temps, en tout cas suffisamment adéquat pour pouvoir déployer et voir justement les résultats escomptés. Donc ça, c'est la première limite, les cycles de développement de ces cadres méthodologiques, de ces cadres de travail en matière d'architecture d'entreprise. Il y a également la complexité, dont la complexité également est là. Certains programmes d'architecture impliquent la production de dizaines de livrables, comportent une documentation très lourde. Donc, ce n'est pas toujours facile à appréhender. On n'a pas toujours nécessairement les profils appropriés pour pouvoir justement s'approprier ces cadres de travail, mais également les ressources disponibles dédiées vraiment à des projets de transformation numérique qui nécessitent justement d'appliquer ces principes en matière d'architecture d'entreprise. Donc, cela également constitue une difficulté. Troisième difficulté, on l'a évoqué un peu plus haut, ce sont les ressources financières qui sont parfois très limitées. Malheureusement, ou heureusement, en tout cas, Zachman CEF ont été conçus pour des organisations matures, stables et bien financées. Par contre, le constat en Afrique, c'est que les budgets sont souvent très limités ou incertains. Et donc, ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que le défi pour les organisations africaines n'est pas de choisir entre ces frameworks, mais c'est plutôt de pouvoir les adapter de manière frugale et pragmatique à des contextes de ressources limitées. Donc, on ne va pas les appliquer telles quelles, parce que justement, nos organisations au niveau du continent africain ne sont pas adaptées pour cela. Mais ce que nous sommes plutôt encouragés à faire, c'est de pouvoir les adapter de manière frugale et pragmatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par architecture frugale? On va d'abord commencer par redéfinir ce qu'on entend par architecture d'entreprise. En tout cas, au niveau de l'audience, pour la plupart ici, nous savons les questions, c'est les rappels que nous faisons. Alors, l'architecture d'entreprise est une discipline visant à aligner de manière cohérente
l'ensemble des composants d'une organisation. Les composants d'une organisation, c'est généralement les process, c'est la data, c'est les applications, c'est l'architecture technologique. Donc, c'est vraiment aligner de manière cohérente l'ensemble de ces composants avec la stratégie et les objectifs métiers de l'organisation. Donc, ça, c'est l'architecture d'entreprise, de manière générique. L'architecture frugale, quant à elle, c'est un type d'architecture d'entreprise, mais qui consiste à concevoir des systèmes organisationnels et techniques qui soient durables, performants, sobres, en maximisant la valeur avec un minimum de ressources. Ici, vous avez justement une image qui essaye d'illustrer les 5 principes clés justement de l'architecture d'entreprise, comme vous pouvez le constater ici. Alors, donc c'est déjà la simplicité. Il faut rechercher plutôt la simplicité, concevoir des systèmes simples, compréhensibles et maintenables, éviter la suringénierie et les technologies inutiles, favoriser des solutions éprouvées, plutôt des solutions à la mode. Donc, il faut vraiment être orienté architecture simple, architecture minimaliste, facilement déployable et facilement maintenable. Le second principe des architectures frugales, c'est la notion de réutilisabilité et de mutualisation de ressources. Cela, on l'a entendu tout à l'heure avec les présentations qui ont précédé. Donc, ça nécessite que si nous avons des composants existants au niveau de nos référentiels d'architecture, au niveau de nos repositories d'architecture, nous sommes encouragés justement lorsque nous entamons un projet d'architecture, de transformation numérique basée sur les principes d'architecture d'entreprise, de tenir compte justement de cette notion de réutilisation. Donc, ça, c'est un second principe important à tenir compte et qui est parfaitement en adéquation avec nos réalités au niveau du continent. Troisième principe, c'est avoir une approche orientée besoins réels. J'ai envie de dire que c'est le premier principe. Donc, concevoir en fonction des besoins métiers prioritaires de l'organisation. Donc, c'est déjà recensé au niveau de l'organisation quels sont les processus qui impactent réellement l'organisation, qui apportent de la valeur à votre organisation. Donc, c'est vraiment avoir une telle approche de manière à pouvoir, en tout cas, traiter vraiment les questions urgentes et prioritaires de l'organisation qui vont justement permettre à l'organisation de pouvoir se développer comme cela se doit. Quatrième principe, c'est le principe d'interopérabilité. Donc, utiliser des standards ouverts, des API simples, basés sur les technologies simples, assurer la compatibilité entre les systèmes existants et futurs, limiter le verrouillage technologique. Donc, c'est autant d'éléments, en tout cas, à prendre en compte lorsque nous sommes amenés à pouvoir concevoir de tels types d'architecture, donc des entreprises, des architectures moins gourmandes en termes de ressources, mais qui arrivent qui nous aident justement à atteindre les résultats escomptés à la base. Cinquième principe et le dernier que nous voulons évoquer ici en matière d'architecture d'entreprise frugale et agile, c'est la sobriété et l'optimisation des ressources. Donc, optimiser l'usage des infrastructures, parce que, comme nous le savons, à un moment donné, il va falloir héberger un certain nombre de services. Et donc, il faut favoriser, ce qui est préconisé, c'est plutôt de favoriser des architectures légères, d'accord, au niveau, en matière d'architecture applicative, privilégier des architectures microservices. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, elles sont facilement maintenables. Ça nous évite d'avoir, comme c'est le cas pour des architectures monolithiques, où, comme on le sait, pour le moindre changement, eh bien, on soit obligé de revoir l'ensemble du système. Donc, privilégier ce type d'architecture légère, facilement maintenable, mesurer et réduire l'empreinte numérique avec toutes les questions écologiques aujourd'hui. Donc, ce qui est également préconisé, c'est vraiment de s'orienter vers des solutions, ce qu'on appelle généralement le Green IT, donc des solutions, en tout cas, qui permettent justement de pouvoir s'aligner avec justement ces objectifs qui sont préconisés au niveau mondial et qui souillent davantage, en tout cas, comme on le dit, qui génèrent moins de carbone, donc des architectures qui vraiment tiennent
compte de l'endommagement donc de tout ce qui est effet de serre. Green IT, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le concept, c'est un peu celui-là. Donc, on va plutôt aller pour illustrer de manière simple, c'est-à-dire en matière d'énergie, en matière de data center, ce qui est préconisé, c'est d'avoir, plutôt que d'utiliser justement des sources d'énergie classiques, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser plutôt des énergies propres comme le solaire, ainsi de suite. Donc, c'est autant justement d'éléments à prendre en compte lorsque nous sommes amenés à déployer une architecture qui soit frugale et agile. Alors, comment est-ce que cela peut se faire concrètement? Eh bien, deux approches sont possibles. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mixer un certain nombre de frameworks, notamment ce que nous avons présenté tout à l'heure. Pourquoi nous le disons? Eh bien, tout simplement parce qu'à la base, le cadre TOGAF, par exemple, dans ses versions précédentes, la version 9 et avant, n'intégrait pas nécessairement les questions d'agilité. À partir de la version 10, c'est possible, comme le montre le compartiment juste à droite. Donc, à partir de la version 10 de TOGAF, eh bien, il y a la possibilité de pouvoir intégrer, en tout cas, il y a des techniques qui sont justement indiquées pour voir comment intégrer les questions d'agilité dans le cadre TOGAF. Mais pour les versions précédentes du cadre TOGAF, ces questions n'étaient pas vraiment évoquées. D'où, si nous avons une expertise dans ces versions antérieures du cadre TOGAF en matière d'architecture d'entreprise, ce qui est préconisé justement en matière de transformation numérique, et c'est cette approche avec d'autres approches. Donc, on aura la partie SAFE, donc le cadre SAFE, qui va gérer tout ce qui est agilité, et on aura le cadre Zachman qui va nous permettre de pouvoir justement aller rapidement à tout ce qui est à la description de nos éléments importants, les éléments de notre organisation. Le cadre Zachman, comme indiqué au niveau de la figure ici, qui va nous permettre de pouvoir cartographier les éléments stratégiques de notre organisation, ce que nous trouvons vraiment pertinent. Et là, la couche TOGAF va justement gérer toute la partie tactique et la couche SAFE va gérer toute la partie opérationnelle en tenant compte des principes d'agilité. Donc, ça, c'est une approche qui est préconisée et que nous pouvons tout à fait appliquer à nos réalités africaines. Alors, pour terminer, quelques recommandations foliennes. Première recommandation, au vu de tout ce que nous venons d'évoquer, eh bien, il y a avec Smart Africa, eh bien, un mémorandum d'entente qui a été signé en novembre 2023 entre Smart Africa et The Group. Les activités ont commencé. Justement, ces activités consistent à mettre en place un cadre d'architecture contextuelle, donc c'est-à-dire propre au continent africain. Mais au-delà de ce grand chantier, de ce premier grand chantier, ce que nous pouvons également recommander à la suite de cela, c'est de pouvoir créer un programme africain de certification et de reconnaissance des architectes d'entreprise. C'est également de pouvoir institutionnaliser la fonction d'architecte dans les États. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les questions d'architecture ne sont pas souvent prises en compte. Et donc, c'est de pouvoir justement avoir des experts en la matière, les reconnaître au niveau étatique de manière à ce qu'ils puissent accompagner convenablement nos États en matière de développement de transformation numérique basée sur les principes d'architecture d'entreprise. Troisième recommandation, c'est de déployer des ILabs au niveau du continent. On peut s'appuyer sur Smart Africa justement pour créer ces laboratoires, ces bacs à sable continentaux, de façon à pouvoir, dans la pratique, vraiment mettre en œuvre toute cette démarche en matière d'architecture d'entreprise. Quatrième recommandation, c'est le financement. Non, c'est plutôt financer un programme massif de formation en architecture d'entreprise. Donc là, on voit les formations qui sont orientées vers les grandes écoles, les universités, de manière à ce qu'au niveau du continent africain, vraiment, ces questions soient rapidement prises en compte. Parce que, comme on le sait, quand on regarde les curricula qui sont dispensés au niveau des écoles africaines, c'est des curricula classiques, donc c'est des disciplines classiques, comme on le sait.
mais tout ce qui touche à l'architecture d'entreprise à proprement parler n'est pas nécessairement intégré dans cette curricula. Donc, c'est également un plaidoyer que nous faisons dans ce sens. Cinquième recommandation, c'est de créer un marché continental de services d'architecture. Donc, après avoir répertorié justement l'ensemble de nos architectes au niveau du continent, on pourrait, pourquoi pas, voir la possibilité de pouvoir, en fonction des projets qui sont menés dans les différents pays du continent, faire appel à cette expertise locale au lieu de nous tourner à chaque fois systématiquement vers nos amis occidentaux. Sixième recommandation, c'est imposer l'architecture comme prérequis des projets publics. Ça rejoint ce que nous avons dit au point 2. Créer un référentiel de souveraineté numérique africain et enfin mesurer la maturité des pays en matière d'architecture. Ça permettra justement de booster, de créer un engouement autour de la discipline et au final d'impacter sérieusement nos États, d'accélérer dans le bon sens la transformation numérique que nous voulons dans le continent en toute sérénité et de manière résiliente. Donc, voilà ce que nous pouvions dire par rapport à ce qui est d'appliquer justement les frameworks internationaux au niveau du continent africain, en tenant compte du contexte africain. Et cette dernière parole que je souhaiterais partager avec vous en guise de conclusion, c'est dire